Mes chers collègues, si vous voulez bien, nous allons démarrer ce conseil communautaire qui est principalement dédié au budget, au vote du budget. Je salue tout d'abord à la fois la presse et Madame Frédéric Thys qui représente le Républicain Lorrain, ainsi que nos amis internautes. Je souhaite la bienvenue aux représentants de la commune de Breistroff-la-Grande, à la fois Monsieur Michel Schmitt, maire, et qui n'est pas encore arrivé, et Monsieur Bertrand Allèche, premier adjoint, qui est les deux nouveaux délégués de la commune de Breistroff. Donc tous les deux, soyez les bienvenus. Et Monsieur Allèche, vous allez avoir l'honneur et la chance d'être le Benjamin de notre assemblée à partir de maintenant. Donc à chaque début de conseil, je vous poserai la question si vous souhaitez être le secrétaire de séance, ce à quoi à chaque fois vous devrez répondre oui. Voilà, comme ça vous comprenez tout de suite les règles de fonctionnement de la communauté de communes et vous verrez, ça va bien se passer. En tous les cas, soyez les bienvenus. Nous évoquerons également le fait du repositionnement de nos nouveaux collègues au sein des commissions. Je tenais à vous donner et vous faire un point d'information en ce qui concerne la mobilité. Nous avions évoqué ça plusieurs fois, ou ici au sein de ce conseil communautaire, ou lors de nos réunions des maires. Mais permettez-moi de reprendre rapidement l'état des lieux. Nous avons envoyé notre courrier pour sortir du SMITU le 8 septembre 2022. Monsieur le préfet avait 2 mois pour se prononcer. Au terme du délai, aucune réponse de monsieur le préfet. Ni un accusé-réception, ni une réponse. Dans ce système, quand il n'y a pas de réponse, ça équivaut à un rejet. Donc à partir de ce moment-là, nous avions 3 solutions. Donc la première solution, c'était d'accepter la décision du préfet et on restait au titre des 6 communes au sein du SMITU. Mais on n'était toujours pas en conformité avec la loi LOM parce qu'on se retrouve avec 2 autorités organisatrices de mobilité sur le même territoire. La deuxième solution, c'était de procéder à un recours gracieux qui ouvrait de nouveau un délai de 2 mois de réflexion. Et la troisième solution est d'opter pour un recours au tribunal administratif. Après discussion en réunion des maires, après différentes réunions au sein du bureau, nous n'allons pas solliciter le recours gracieux. Et donc, je vais saisir le tribunal administratif, dossier qui est aujourd'hui en cours de constitution au sein de notre bureau d'avocats et qui sera déposé normalement au tribunal administratif le 6 janvier, la date butoir nous concernant étant le 9 janvier. Voilà, donc nous en sommes aujourd'hui là à ce niveau. Nous avons, j'ai aussi une information à partager avec vous, c'est que je voudrais vous rendre attentif, c'est que dans les dossiers Ambition Moselle, il faut que
à la fois de la demande soit passée en commission avant bien sûr, de pouvoir démarrer. Ça, c'est le règlement du département. Et surtout, il est important que ces travaux ne démarrent pas, comme je viens de le dire, mais dans la configuration de la MOD. Et je sais que plusieurs communes ont des travaux en MOD au niveau de vos communes. Donc moi, je ne fais que insister sur le fait d'attirer votre attention. Moi, je l'ai vécu, entre guillemets, à Zouf. C'est qu'on a fait un appel d'offres. On est 50% du coût de l'estimation. On avait une estimation aux alentours de 290 000 €. On a un retour de consultation à hauteur de 125 000. Mais on ne peut pas démarrer. Donc ça veut dire que derrière, il faut vraiment bien articuler les choses entre le suivi de vos dossiers ambition et la maîtrise d'ouvrage délégué quand c'est la communauté de communes qui fait ça. La cérémonie des vœux aura lieu le 12 janvier. Vous n'avez pas eu encore d'invitation, elles vont arriver, mais on en a déjà parlé plusieurs fois. Je crois que vous avez pu déjà garder et sauver ces dates dans vos agendas. Il a été décidé, comme le gymnase sera mis en configuration salle de réception, à la fois pour les vœux et pour le concert de Nouvel An le dimanche, et après en avoir discuté avec David Robinet, vice-président au sport, c'est d'organiser le trophée des sports le vendredi 13 janvier. Donc on voit quand même en discutant et en regardant avec les clubs sportifs, on a un certain nombre de sportifs du territoire qui ont performé au niveau mosellan, au niveau Grand Est, et on en a plus qu'une quinzaine à peu près qui ont performé au niveau national. Donc on se prendra le temps le vendredi d'accueillir les clubs de sport, ce qui pourra permettre aussi de rappeler et de remercier l'ensemble des bénévoles de leur implication sur le territoire et de mettre à l'honneur les sportifs. Donc ça sera le vendredi 13 à partir de 19 h avec une ouverture des portes à 18 h 30. Autre information importante, on avait commencé à discuter sur le changement de nom de la communauté de communes de Cattenom et environ. Vous avez été saisi il n'y a pas très longtemps en réunion des maires. Un certain nombre de mails ont circulé, un certain nombre de remarques. Donc déjà, je vais vous faire état de la décision que j'ai prise et dont j'ai informé le bureau auparavant. C'est qu'en l'état actuel, ça me semble prématuré de le faire ce soir, qu'on avait évoqué, dès le départ, j'avais évoqué 2 temps. Il y avait 2 rendez-vous. Donc le premier rendez-vous, qui était la cérémonie des vœux, ne va pas tenir. Le deuxième rendez-vous sera la sortie du projet de territoire. Donc je souhaite qu'on mette à profit le temps qui nous est offert et éventuellement qu'on se revoie un jour en février, en janvier, avec toutes les cérémonies des vœux à gauche ou à droite. Nous allons tous être très pris. Donc d'avoir une séance de travail officieuse sur cette thématique en février. Voilà, moi je suis, à titre personnel, je suis convaincu qu'il faut qu'on fasse quelque chose dans ce domaine. Après, je crois que certaines remarques du fait de trouver
quelque chose qui nous identifie et identifie l'endroit du territoire. Je crois que c'est important et que dans les propositions, c'était peut-être à revoir. Je pense qu'on doit retravailler aussi sur le logo, mais voilà. Nous rediscuterons donc de tout ça en février. Après, il y a juste un argument qui m'a plus que étonné, certains ont évoqué le coût. Enfin, le coût à l'échelle de la communauté de communes, c'est rien. C'est rien. Et c'est pas... Et je considère que ça ne doit pas être l'argument. Nous, on est en train d'évoquer ça ici, alors que d'autres, tous les jours, font des effets d'annonce sur des choses qui sont juste impossibles, qu'ils annoncent des bus à haut niveau de service qui vont jusqu'à Esch, alors qu'il n'y a aucun endroit du SMITU qui touche même Esch. Donc, à moins de leur donner des ailes pour terminer le trajet, c'est juste impossible. Et donc, eux évoquent des projets à des millions d'euros qui sont non seulement techniquement, mais légalement infaisables. Et nous, on va peut-être réfléchir sur les 40 ou 50 000 euros que pourrait avoir comme conséquence de changer quelques autocollants sur des véhicules et sur du papier. Donc, cet argument-là, je considère que ce n'est pas le bon. On doit aujourd'hui, dans ce contexte du Nord-Moselle, affirmer cette identité, affirmer nos projets et communiquer sur nos projets. On le voit aujourd'hui, on parle peut-être pas assez, ou alors les médias ne nous reprennent pas assez. Alors peut-être que Thionville a acheté certains journaux ou acheté certaines choses, j'en sais rien. Mais nous, on a du mal à faire passer certaines informations. Mais les choses se font concrètement. Les pistes cyclables, ça a démarré. Et c'est du concret. Les travaux et la réflexion avec le département sur les voies dédiées aux bus, c'est du concret. Les géomètres sont sur le terrain, on fait les relevés. Et ainsi de suite, on a au niveau du développement économique des projets de parcs photovoltaïques sur 20 hectares. Michel Ergan me le rappelait avant au bureau. Et ça, c'est du concret. Aujourd'hui, même si on a eu du mal à démarrer, la ZAC sur Étangerande est quasiment totalement occupée. Et ça, c'est du concret. On va avoir sur notre territoire le projet qui va réaliser toutes les applications GéoCœur. Ça, c'est du concret aussi. Et donc, ça, je pense que nous devons, et la période de vœux arrive dans chacune de vos communes, vous allez sûrement un peu plus médiatiser les choses. Je crois que vous devez aussi être fiers, du travail que vous faites en tant que conseiller communautaire. C'est pas Michel Paquet quand on défend ça. C'est le conseil communautaire qui a validé les choses ici et quasiment, je dirais même tout le temps, à l'unanimité. Donc c'est vous aussi. Prenez et faites en sorte et revendiquez ces projets. Voilà, et donc je pense que nous sommes un peu trop timides et que aujourd'hui on a une seule personne qui occupe les pages et les informations du Nord-Moselle, et en plus pour raconter n'importe quoi. Donc voilà, moi je crois que c'est vraiment important qu'on puisse rappeler régulièrement tout ce que nous faisons. Et je le répète, ce n'est pas les vice-présidents, ce n'est pas Michel Paquet, c'est ce que nous faisons. Ce que nous faisons, ça vous appartient à tous. Je le répète, on a tout voté quasiment à l'unanimité. Voilà, on n'est pas dans un jeu de majorité, d'opposition. Donc chaque projet qui sort ici, vous en êtes aussi quelque part le propriétaire.
Et n'ayez pas peur de le dire, n'ayez pas peur de relayer les infos de la communauté de communes, n'ayez pas peur de donner l'info à vos populations dans vos journaux de fin d'année, dans vos communes. Et si vous avez besoin qu'on vous aide à rédiger une demi-page, une page, peu importe, sollicitez-nous. On sera en tous les cas ravis au niveau de la communauté de communes de vous apporter l'ensemble des éléments qui vous sembleront importants que vous communiquiez dans votre commune. Voilà, moi je voulais vous dire un peu ça en ces conseils de fin d'année, l'année 2022 qui a été marquée par différentes choses. Et pour beaucoup, ça va rester la guerre en Ukraine. Pour moi, c'est... et j'en discutais un peu avec les chefs de pôle l'autre jour où on faisait un tour de table. Pour moi, c'est un peu la tristesse de nos ados. Parce que là, c'est du concret. Bien sûr que la guerre en Ukraine, c'est important. Mais nos ados, quand on va au contact d'eux, et on le vit tous les jours, et ce matin, on était avec Maurice, avec Roland au RASED, apporter une subvention supplémentaire de 1200 € au personnel du RASED pour qu'ils puissent s'équiper de projets pédagogiques. Cette détresse de la jeunesse se ressent même à l'école élémentaire. Donc effectivement, le RASED intervient sur certains jeunes pour les aider pour ceux qui ont des difficultés scolaires, mais il y a aussi des gens qui s'occupent un peu des enfants qui ont des problèmes pour exprimer tout ce qu'ils ont au fond d'eux. Et donc ça aussi, c'est une mission du RASED. Et voilà, et donc cette problématique rencontrée au collège, quelque part, elle part déjà quand ils quittent nos écoles élémentaires. Et donc il faut qu'on soit tous, nous élus communautaires, très attentifs à ça. Et j'espère que la jeunesse et que cette cause-là soit une des grandes causes de 2023. J'avais évoqué l'année dernière au vœu que la lecture était importante. Et nous avons aidé, et vous l'avez sur vos tables, à la parution d'un conte de Noël par des habitants du territoire. Et donc ces contes de Noël ont été distribués dans chacune de nos crèches. Et vous en avez un exemplaire pour vous ce soir. Et si quelqu'un a peut-être un peu plus de petits-enfants que un, s'il a besoin d'un exemplaire supplémentaire, qui nous le dise. C'est avec joie qu'on pourra faire que l'équité soit respectée et que vous pourrez en remettre 2 si vous avez 2 petits-enfants ou 2 enfants. Et avant de rentrer dans le conseil à proprement dit, je voulais saluer une personne qui est là parmi nous ce soir. Alors, à l'énoncé de ce que je vais dire, ça pourrait presque être moi, mais ce n'est pas moi. Donc, si je vous dis 175 conseils communautaires, 156 bureaux décisionnels, 634 bureaux informels, et donc je voulais mettre à l'honneur ce soir M. Pascal Muller, dont c'est sûrement le dernier conseil communautaire, donc je ne vais pas vous rappeler toute sa carrière, parce qu'on aura toujours le temps de faire ça au moment de son départ. Et donc, avant qu'il vienne me rejoindre, il va passer près d'Olivier, qui va lui remettre un autre cadeau. Donc, M. Muller, levez-vous. Et quand même, moi j'étais stupéfait du cadeau qu'Olivier va lui remettre, parce que ça permet quand même que les nouvelles technologies sont quand même incroyables. Alors voilà, Pascal. En mémoire des 175 conseils communautaires, des 156 bureaux décisionnels et des 634 bureaux informels, j'ai le plaisir de te remettre pour
la coupe. Alors, c'est pas la Coupe du Monde, mais bon, ça sera peut-être dimanche soir. La coupe des réunions communautaires qui a été faite entièrement avec une imprimante numérique par les collègues du service informatique. Et je pense que ça prendra sa place dans ta belle bibliothèque. Pascal, permettez-moi, au nom de tous les élus de la communauté de communes, de tous vos collègues, à l'approche de ces fêtes, de vous offrir ce coffret de vin. Je pense que vous ferez plaisir. Merci. Et si vous voulez bien, nous allons démarrer ce conseil communautaire. Donc, Monsieur Alèche, on va faire un travail de mémoire. Voulez-vous être secrétaire? Oui. Voilà. Merci, Monsieur Alèche. J'ai un ensemble de procurations. Monsieur Dorchy a donné procuration à Madame Hacker. Monsieur Kremer a donné procuration à Madame Marie Groff. Il y a ça. Monsieur Licht a donné procuration à Madame Thiel. Monsieur Thierry Michel a donné procuration à Madame Zirovnik. Madame Mazzolini a donné procuration à Monsieur Corman. Monsieur Reich a donné procuration à Monsieur Lorenz. Madame Cardet a donné le pouvoir à Madame Karine Bernard. Madame Deroche a donné procuration à Michel Paquet. Et Monsieur Bord a donné procuration à Joseph Gameau. Et j'en ai encore une. Et Madame Marie-Marthe Dutta-Gupta a donné procuration à Monsieur Michel Erga. Est-ce que c'est bon au niveau des procurations ou est-ce que quelqu'un aurait une procuration dont nous n'aurions pas connaissance? Non? Donc, si vous voulez bien, le premier point concerne l'approbation du procès-verbal de notre séance du 8 novembre. Est-ce que par rapport à ce compte rendu, vous avez des questions ou des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Je vous remercie. Le point numéro 2 concerne des décisions que j'ai prises dans le cadre de mes délégations sur la période du 18 octobre au 18 novembre. Avez-vous des questions ou des remarques? Merci. Le point numéro 3 concerne les positionnements du bureau en date du 27 septembre 2022. Avez-vous des questions ou des remarques? Le point numéro 4 concerne le bureau qui s'est tenu le 8 novembre. Y a-t-il des questions ou des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Dont acte pour ces 4 points-là. Le point numéro 5 concerne une modification, plusieurs modifications du règlement de notre collectivité. Alors, elle concerne le recours à la consultation
des commissions par voie informatique, par email. Donc aujourd'hui, c'était une pratique qui n'était pas utilisée au moment où on a écrit notre premier règlement. C'est une pratique qui, des fois, est utilisée lorsque on veut aller un peu plus vite ou est-ce qu'on n'a que une ou deux questions à poser. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour que nous modifions notre règlement intérieur et que nous y ajoutions cette mesure qui devrait à la fois vous faire gagner un peu de temps, à la fois éviter des déplacements intempestifs. Donc ça peut être que du bien, d'autant plus qu'à chaque fois ce n'est qu'un avis. On est d'accord? Eh bien, je vous remercie. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Le point numéro 6. Suite à l'élection comme élu communautaire de M. Alèche et M. Schmitt, lui, était déjà élu, nous avons modifié le tableau des commissions après avoir échangé avec nos nouveaux collègues sur les commissions qu'ils voulaient intégrer. Donc, le rapport qui vous est présenté, c'est la modification et la mise à jour de ces différentes commissions. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 7 concerne la fourniture d'électricité. Donc ce qui vous est proposé dans ce rapport, c'est d'adhérer à la convention constitutive de groupement de commandes du département de la Moselle, dans le cadre d'une des consultations. Je crois que par les temps qui courent, c'est important de pouvoir à la fois sécuriser nos tarifs en matière d'énergie, l'électricité en particulier. Il y a les mêmes raisonnements et les mêmes démarches qui peuvent être faites pour les communes ou les équipements communautaires qui peuvent fonctionner avec du gaz. Je crois que c'est important et que plus le périmètre où on consultera plus facile, il sera possible de négocier des tarifs, je dirais, un peu mieux afin de limiter la casse. Je ne parle même pas d'économie, je parle de limiter la casse. On est OK sur la démarche? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Bernard Zener qui va nous présenter les différents points du budget qui, normalement, sont conformes à notre débat d'orientation budgétaire. Bernard, vas-y. Merci Michel. Donc le point 8 correspond effectivement au vote du budget principal exercice 2023. Donc le budget 2023 atteint 81 486 545 € cumulés en fonctionnement et en investissement. La hausse est donc de 7,67%. Et en investissement, la prévision est en hausse de 31,64% par rapport à 2022. Globalement, le budget 2023 comporte un programme d'investissement ambitieux qui traduit notamment les obligations du mandat. Ce programme est financé pour partie par un emprunt en équilibre de 19,2 millions d'euros qui sera effacé partiellement lors de l'intégration des résultats 2022 en avril prochain, notamment du fait que le percepteur tarde toujours un petit peu aussi à donner les bons chiffres et donc il restera dans l'ensemble, il reste à réaliser notamment à l'intégrer. Donc la section de fonctionnement s'établit en équilibre en dépenses et en recettes à 47 millions
951 750 €. Et les crédits prévus au principal chapitre évoluent de la façon suivante. Donc ces chiffres-là, en fait, c'est sur la page 126 sur 27 de votre rapport. Les charges à caractère général, notamment le chapitre 11, pour un montant de 10 millions d'euros, donc en augmentation de plus de 20%. Ce chapitre trace les dépenses fonctionnement de l'ensemble des services et les dépenses d'entretien des bâtiments. Il est en hausse sous l'effet de l'inflation et notamment du renchérissement des prix de l'énergie. Le chapitre 012 sont les charges de personnel pour un montant de 10 millions d'euros, aussi en hausse de 11,54%. C'est la masse salariale qui est en hausse sous l'effet de diverses mesures. La revalorisation du point d'indice de 3,5% que les fonctionnaires ont obtenu depuis de nombreuses années. Les modifications des carrières des catégories C et B, la reproduction du dispositif de garantie individuelle du pouvoir d'achat, qu'on appelle le JIPA, et la politique salariale menée par la commune afin de renforcer les effectifs dans le cadre de la mise en œuvre des projets. Le chapitre 14, ce poste de dépense il est stable, il intègre notamment le Fonds national de garantie pour un montant de 13,9 000 €. Chaque fois que je fais le mandat, je note. Là, c'est l'argent qui rentre et qui ressort automatiquement. Le fonds de péréquation des ressources intercommunales, qu'on appelle le FPIC, qui est en fait l'équilibre en tout cas des communes riches et c'est le reversement horizontal. Là aussi, nous on paye, les communes qui touchent, c'est nous qui payons, et je vous rappelle que la commune aussi paye la part, on paye la part communale et la part communautaire. Et naturellement, les dotations de solidarité communautaire, donc les DSC, et les attributions de compensation, qu'on appelle les AC. Les autres charges de l'essor courant, dans le chapitre 65, concerne essentiellement les subventions de fonctionnement versées aux associations, et représente environ 964 000 €. Les charges financières, le chapitre 66 pour 520 000 €. Il s'agit du remboursement des emprunts prévus donc à cette hauteur. Pour le chapitre 23, c'est un virement qui est effectué donc, à la section d'investissement. Ce chapitre donc, correspond à la capacité d'autofinancement brut de la commune qui hausse et qui permet de financer le programme d'investissement, donc il hausse de 19,19%. Sur la partie recettes, c'est la page 128 de votre rapport, tout ce qui est impôt taxe, donc le chapitre 73, les recettes fiscales connaissent une hausse et s'élèvent à 31 millions d'euros. En 2023, elles sont projetées par une augmentation des bases fiscales de 3,5% et une augmentation du taux de la taxe foncière sur le produit bâti de 1%. Donc, au stade du budget primitif 2022, elles ont été estimées sans prise en compte des mécaniques des bases qui s'est finalement établi à 3,5%. Les dotations et les participations, donc, notamment chez les 74, qui représentent 14 millions d'euros, sous l'effet de la disparition des recettes fiscales directes des produits de compensation de l'État sur croissant depuis 2020, qui font suite aux réformes de la fiscalité, notamment la disparition de la taxe d'habitation, la réduction de la moitié des bases du foncier bâti et les CFE qui visent les bâtiments industriels, notamment la Sainte-Paul. Les dotations de compensation reçues par l'État représentent désormais 86,89% sur le poste des recettes, donc pour un montant de plus de 12 millions d'euros. Les autres recettes sont composées principalement de la dotation globale de fonctionnement, qui a aussi connu une chute de plus de 1,1 million d'euros depuis 2017, en comparaison de l'exercice 2014. Il y a notamment une dotation attendue de la CAF dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la petite enfance, qui représente 8,98 de ce chapitre, donc plus de 1,2 million d'euros. La section d'investissement s'établit pour sa part en équilibre à 33 534 795. Et les crédits prévus du principal chapitre se structurent de la façon suivante. C'est à la page 130 de votre rapport. Le chapitre 20, c'est essentiellement des frais d'études, c'est des frais de licence, qui représentent 2 millions d'euros, des frais d'études pour les pistes cyclables de 290 000 €, des frais d'études dans le cadre des actions menées au titre du GEAPI de 60 000 €, des frais d'études pour les infrastructures liées à la mobilité de 324 000 €, et la maîtrise d'œuvre pour la construction d'un équipement culturel structurant, d'une blanchisserie, etc.
et l'acquisition de licences pour les communes membres et la commune pour un montant de 65 000 €. Au chapitre 21, ce chapitre concerne l'acquisition de matériel et d'équipement ainsi que la réalisation de travaux. Il s'inscrit en hausse de près de 50%, il s'élève donc à 14 millions d'euros. Acquisition d'une benne ordure ménagère pour 600 000 €, travaux de voirie pour 1 320 000 €, les travaux relatifs aux eaux pluviales pour 650 000 €, les travaux en lien avec les pistes cyclables pour 1 660 000 €, les travaux en lien avec la mobilité pour 1 million d'euros, et les travaux pour la mise en place d'un dispositif de contrôle d'accès sur les 2 déchetteries. Donc chapitre 23, c'est présent une somme de 10 millions d'euros, qui se rapporte à l'ensemble des travaux à caractère pluriannuel, ceux par exemple à la construction d'une gendarmerie, notamment à Étanges, à l'État d'Étanges pour 1 million d'euros, une aire pour les gens du voyage, toujours à Étanges pour 1 million d'euros, à l'AP2, donc l'autorisation de programme numéro 2, travaux de voirie et ICC pour 1 million d'euros, et l'AP3, donc pour la citadelle pour un montant de 1 million d'euros, et aux travaux naturellement d'effacement des réseaux aériens. Pour les recettes, donc à la page 131 de notre rapport, le chapitre 13 correspond aux subventions obtenues pour le soutien de diverses opérations, subventions attendues dans la direction de monnaie au titre de GEMAPI pour 321 000 €, et celle de la petite enfance, qui s'élève donc à 433 000 €. Le chapitre 16 correspond à l'emprunt nécessaire pour voter le budget en équilibre inscrit à hauteur de 20 millions d'euros, et donc ce dernier sera effacé pour sa majeure partie lors de l'intégration des résultats 2022 à l'occasion du vote du budget supplémentaire 2023. Et le chapitre 45, les recettes relatives à la maîtrise d'ouvrage déléguée pour les travaux de voirie, notamment les travaux menés pour les communes pour 2,9 millions d'euros. On pourra noter globalement qu'il y a 2 millions de crédits au titre de la P6 pour la réalisation des voies dédiées dans le cadre de la compétence mobilité, 2 millions d'euros de crédits au titre de la P5 pour l'aménagement des pistes cyclables, 1 million d'euros de crédits au titre de la P2 pour les aménagements de voirie, 1,5 million d'euros pour l'aménagement de la citadelle à Rodemack sur la P3 et 640 000 € de crédit pour la GEMAPI sur la P7. Voilà, en intégrant les 3 budgets annexes de la commune, le budget consolidé en fonctionnement et en investissement s'établit donc à 87 millions d'euros. Et donc il faut voter ce soir le montant qui est dans notre rapport numéro 8 à la page 35. Donc, section de fonctionnement, dépenses aux recettes égale à 47 951 750, pardon. Et la section d'investissement équilibrée en dépenses et recettes à 33 734 795 €. Voilà. Ok, alors, Bernard, je te remercie sur cette présentation du budget primitif. Donc, je vais revenir rapidement sur 2 ou 3 choses. 1, conformément à ce qu'on a dit au débat d'orientation budgétaire, on inscrit un emprunt de quasiment 20 millions d'euros, mais emprunt que nous n'aurons pas besoin de faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos 33 millions d'investissements, nous nous les autofinançons. Nous restons sur nos politiques de mobilité qui représentent une grosse partie de notre schéma d'investissement. Pistes cyclables, voies dédiées à eux seuls, ça représente 4 millions d'euros à minima pour l'année 2023. Que nous continuons l'ensemble des autres programmes et que nous allons pouvoir mettre en œuvre tous les différents travaux et investissements que vous avez décidés à travers le travail de vos commissions. Pour être rapide et succinct sur cette thématique. Et juste pour éventuellement ceux qui ont un peu moins l'habitude, pourquoi l'inscription d'un emprunt à cette période? C'est que les résultats de l'année 2022, nous les percevrons qu'au mois de mars-avril. Donc forcément, on a un écart au mois de décembre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce point ou des choses que vous souhaitez rajouter? Oui. Ouais. Ah bah non, vas-y, partage celui-là.
Monsieur le Président, et à avoir entendu cette présentation budgétaire, il faut faire partager à l'ensemble de la collectivité l'ambition et l'offensive du caractère de ce budget qui se traduit dans les faits dans plusieurs domaines. La mobilité, on n'insiste jamais assez, effectivement il y a des choses qui se déroulent, qui se développent et qui se passent. La sécurité, avec un budget prévisionnel pour la gendarmerie, un autre pour une erreur de gens du voyage où l'État ne nous répond pas. La culture, on ne l'oublie pas, avec éventuellement un bâtiment, une structure multimodale qui serait capable d'accueillir sur notre territoire des manifestations à caractère d'envergure, mais là le travail démarre avec David Robinet et puis vos services. Et puis ce travail de proximité, parce que nous sommes dans une intercommunalité à taille humaine. La richesse nous a permis également d'intervenir sur plusieurs domaines tout au long de l'année passée. Et c'est cette réactivité qu'on doit mettre en évidence. Il y a eu la crise Covid, on aurait tendance à oublier tout ce que nous avons fait dans ce domaine. 60 000 personnes vaccinées. Il y a eu la crise ukrainienne, où nous avons été présents, nous sommes toujours présents derrière. Il y a eu également d'autres perspectives dressées. Je crois que le temps est venu également, et je vous rejoins sur ce domaine. Sur la mobilité, je voudrais de nouveau, et encore une fois, parce que la communication a besoin d'être répétée, ce n'est pas une crispation voulue, ce n'est pas une crise de marginalisation que nous avons par rapport à un mode de transport et une adhésion au SMIC. Il se trouve qu'aujourd'hui, et je vais vous en donner une preuve édifiante, puisque j'ai longuement et largement parlé de ce sujet les semaines précédentes, les mois précédents. Aujourd'hui, le SMICU assure un transport et a contracté son service. Les 6 communes historiques, Écherange, Volberange, Cadefeuille, Entrange, Étangerand, Cattenom, bénéficiaient des services qui a été largement réduit et dans le sens contraire à la loi LOM. La loi LOM, son principal indicateur est d'éviter les ruptures par rapport au secteur périurbain ou rural. Or, voilà 2 semaines, je me suis retrouvé dans ma commune avec 25 enfants sur le trottoir à 7h15 le matin et je me suis transformé en chauffeur de bus. En chauffeur de bus pour faire le trajet et pour transporter les enfants simplement dans un établissement scolaire. À mes questionnements, je n'ai pas eu de réponse. Moi, il ne m'appartient pas de critiquer ici ou là, il nous appartient juste de défendre nos populations. Parce que nos populations, nos jeunes méritent, et on en parlait tout à l'heure, sur les problématiques de la jeunesse, de pouvoir rejoindre les structures culturelles, les structures sportives, et simplement les structures éducatives. Or là, je vous le dis, à 0 degré de température, à 7h15, les gamins étaient sur le trottoir. Et on leur disait de ne pas monter dans le bus. J'ai assisté à ces scènes, même moi je les avais peut-être pas assez bien évaluées. Et donc, la volonté que nous avons, c'est simplement de mettre en place un mode de transport efficace pour nos populations, adapté à un secteur d'habitation, à un périmètre, et de pouvoir répondre aux demandes. Vous savez, la demande là, nous l'avons faite depuis 3 ans au SMICU. Nous n'avons jamais eu la moindre réponse écrite. Jamais. Or aujourd'hui, Michel Paquet l'a très bien dit tout à l'heure, en tant que président de l'intercommunalité, il a poussé le questionnement jusqu'à l'autorité préfectorale, qui n'a pas répondu non plus dans les délais. Donc ça se traduit par une volonté de saisir le tribunal administratif, qui aura les éléments palpables, les éléments matériels pour juger du bien fondé de notre demande. Et je le répète, la loi LOM du 24 décembre 2019 n'avait qu'un seul but essentiel, éviter les ruptures de territoire et les coupures. Chez nous, elles sont à la fois transfrontalières, mais elles sont aussi en direction de Thionville. Et si on a concentré et qu'il n'y a pas de perdition sur le Val-de-Fench et sur Thionville, il ne faut pas oublier en finale que nos communes paient, et par substitution, l'intercommunalité paie lourdement, sans oublier le versement transport de l'intercommunalité. Tout cela a été largement mis sur la table, on avait besoin de le dire, ça se traduit au travers d'un budget
très dynamique, volontaire, plein de détermination. Et je crois que c'est l'ensemble de la collectivité et des élus communautaires qui effectivement doivent vendre le produit, parce que tout cela a été voté à l'unanimité. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur ce vote du budget Non? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bernard. Le point 9 donc, concerne le budget primitif, salaire d'assainissement collectif. Donc, il y a ces deux rapports. Donc, le budget annexe assainissement s'équilibre en section de fonctionnement, en dépenses et recettes à 3 370 500 euros, et en section d'investissement, en dépenses et recettes à 1 286 500 euros. Donc, la section de fonctionnement est en hausse de 11,96%, donc 12% par rapport à 2022, en raison de l'augmentation des charges d'énergie et la hausse des charges de personnel. Et donc, en investissement, le budget du 23 prévoit 2 millions de crédits, en baisse de 15% par rapport à 2022, avec l'inscription d'un emprunt d'équilibre à 786 000 euros, donc dans l'attente de l'intégration des résultats. Et donc l'année 2023 est marquée par l'achèvement d'une politique d'investissement engagée sur les années à travers notamment le programme de plan de zonage assainissement. Voilà pour ce point. Est-ce que vous avez des questions sur le budget assainissement? Pas de questions particulières. Je souhaite avec Benoît et sa commission on travaille, et c'est déjà le cas, et les réflexions ont démarré, mais sur notre prochain programme d'assainissement. Vous savez qu'on a un certain nombre de steps aujourd'hui qui sont, je dirais, quasiment complètement utilisés. Donc il faut que 2023 voit arriver le nouveau schéma d'assainissement pour les années à venir. Bien entendu, il faudra tenir compte à la fois des PLU, des règlements et des développements des communes et des territoires. S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bernard, on peut continuer. Le point 10 correspond au vote du budget primitif, service d'assainissement non collectif, on appelle le SPANG, donc l'exercice 2023. Donc la section de fonctionnement s'établit en dépenses et recettes équilibrées à 74 726 euros. Donc il n'y a qu'une section d'exploitation qui s'établit donc en baisse de 20% par rapport au budget de l'année précédente. L'activité de ce budget va porter essentiellement sur le contrôle périodique des dispositifs individuels d'assainissement non collectif, intervenant tous les 8 ans. Cette campagne de vérification déjà engagée sur l'exercice 2022 se poursuivra en 2023 en complément des activités annexes. Et par ailleurs, les aides relatives à la réhabilitation de l'ANC versées par l'Agence de l'eau sont désormais supprimées. Voilà pour ce point. Est-ce que vous avez des questions sur le budget du SPANC? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bernard, on peut continuer. Le point 11 correspond au budget primitif pour énergie, donc l'exercice 2023. Donc, vu la délibération qu'on a prise ici sur numéro 5 sur le débat d'horizon budgétaire, la section de fonctionnement représente 26 000 euros, nous l'avons dit, 25 922 si vous êtes passé, en baisse de 3% par rapport au budget 2022. Et la section d'investissement s'établit à 7 612 euros, qui correspond globalement au remboursement de l'emprunt de 2017 et aux dotations d'amortissement. Voilà pour ce point. Donc l'avenir de ce budget, c'est bien entendu la construction de la chaudière bois, où à partir de ce moment-là, la chaudière bois à la piscine sera une grande consommatrice de plaquettes, auxquelles s'ajoutera les consommations
faite par la chaufferie bois de Fixem, qui achète au niveau de la campagne, qui sera également complétée par celle achetée par la commune de Zouguen et par la commune de Cattenom. Donc c'est une filière bois qui va rouler complètement lorsque la chaufferie sera faite à la piscine. En tous les cas, voilà, dans ce domaine-là aussi, on n'a pas attendu les canicules ou les problèmes environnementaux pour mettre en place sur notre territoire des mesures et des changements de politique en matière de fourniture d'énergie. Là, c'est en règle générale le bois du territoire qui est réutilisé dans nos chaudières locales. Est-ce que sur ce programme bois et énergie, vous avez des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc vous voyez que la totalité, et de mémoire c'est le dernier, la totalité de nos budgets représente à peu près, je vais faire une analogie avec le président Weitin qui disait au département on est 1 million d'habitants et à l'époque 1 milliard de budget, nous sommes 30 000 habitants et 100 millions de budget. Voilà. C'est pas tout à fait les mêmes chiffres, mais bon. Voilà. Donc, merci à vous, merci à Bernard, merci aux services qui construisent au quotidien ce service. Et vraiment que la ligne de conduite en commission en 2023, c'est n'ayez pas peur d'être ambitieux. Ayez continué à avoir de l'ambition dans le cadre des compétences de la communauté commune. Je sais qu'on peut être tenté de se dire en cas de nous reverser plus, il faut laisser les choses. Vous voyez qu'on a des politiques lourdes, comme la mobilité, et d'autres choses, mais soyez toujours ambitieux. N'ayez pas peur d'investir. Déjà, quand vous investissez, vous donnez du travail aux entreprises. Quand vous investissez, vous réalisez des équipements, vous apportez des services à votre population, à notre population. Donc, n'ayez pas. Bernard. Le point 12 concerne l'addition modificative numéro 4 sous budget annexe assainissement collectif exercice 2022. Il a eu procédé nécessairement à l'ajustement des crédits votés de l'année 2022. Donc cette décision modificative numéro 4 du budget annexe assainissement collectif s'équilibre en dépenses et en recettes en section de fonctionnement à hauteur de 0 € et à 81 006,19 € en section d'investissement. Donc elle intègre les résultats d'investissement et d'exploitation liés à la clôture des budgets d'assainissement des communes de Cons-les-Bains et de Haute-Cons. Vous avez tout l'ensemble des PV en annexe de ces communes. Donc vous êtes demandé d'approuver cette décision modificative qui porte les comptes du budget annexe assainissement collectif pour l'année 2022 et autorisé actuellement le président ou sans président. Est-ce que vous avez des questions sur cette DM? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Oui, vas-y. Le point 13 concerne l'approbation des procès-verbaux, donc de mise à disposition des biens des communes de Haute-Cons et de Cons-les-Bains à la commune liés au transfert de la compétence assainissement. Il faut une délibération proportionnelle à la fois des communes de Haute-Cons et la commune commune, et afin de lister et de rendre effectif le transfert d'actifs et du passif entre les collectivités. Donc il faut, après il faudra au communautaire, vous êtes maintenant approuvé en conseil communautaire. Voilà, c'est dans le cadre de l'arrivée de Cons et Haute-Cons, c'est simplement les écritures des transferts de compétences et de charges et de moyens. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Pas de questions. Je vous remercie. Et je vais
Comment? Ah oui, il faut voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je m'associe au président pour remercier l'ensemble des services qui ont réalisé en tout cas tout ce travail. Ça sera fait de manière officielle. Merci. Maintenant, c'est Maurice qui va poursuivre la présentation. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vous rappelle que la Convention territoire globale a pour ambition de couvrir l'ensemble des missions de la CAF sur notre territoire de la communauté de communes de Cattenom et environ. Donc, il nous est proposé de contractualiser avec la CAF sur la petite enfance, l'enfance et la jeunesse, l'animation de la vie sociale et la jeunesse, l'accès aux droits et toute autre thématique, telle qu'on avait définie pour les personnes âgées, du troisième âge. Donc cette contractualisation s'appuie sur un diagnostic territorial partagé qui permet d'identifier les ressources et besoins du territoire et de dégager les principales problématiques sociales. Une instance de pilotage a été chargée de suivre et de mettre en œuvre et évaluer la Convention et elle devra se réunir jusqu'en 2026. Afin de poursuivre l'ambition et de renforcer un volet social sur le territoire, la signature de la CTG avec la CAF marque un engagement fort. Donc nous serons amenés, tous les maires, à signer la Convention territoriale globale. Donc voilà, donc elle a été passée elle est passée au bureau communautaire du 29 novembre et elle n'a suscité aucune remarque. Merci Maurice pour cette présentation. En plus, on en parlait souvent, on n'avait pas d'exemple concret, mais voilà le premier projet de mutualisation qui concerne les 22 communes et qui a été jusqu'au bout. Donc je sais qu'il y a une volonté des communes de travailler de plus en plus au niveau de la mutualisation, mais voilà à travers ce point aujourd'hui le premier projet de mutualisation qui a été jusqu'au bout. Est-ce que vous avez des questions sur le point présenté par Maurice? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Maurice. Alors, normalement, je devrais passer la parole à Marie-Marthe Dutagut. Étant absent, habituellement, je reprenais les différents points. Mais là, je me réjouis parce que, et moi j'avais essayé de l'inciter il y a quelques années, ça n'avait pas pris. Mais au niveau du département, c'était des différents membres des commissions qui présentent les points. Et j'ai toujours voulu défendre que quelque part, ça pouvait être aussi n'importe lequel d'entre vous au sein de sa commission qui présentait un point. Donc ce soir, et après réunion de la commission environnement, c'est M. Hervé Groux qui va nous présenter les points en lien avec la politique environnementale. Hervé. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de faire ce travail de rapporteur de la Commission. Alors, le point 15, ça concerne la modification des règlements du fonds de concours communautaire en faveur de la transition énergétique. Alors, vu l'avis favorable de la Commission environnement au 17 novembre et aussi considérant que le contexte actuel d'augmentation du coût de l'énergie, de la sobriété est nécessaire et de la rapide adaptation des territoires au changement climatique, considérant qu'il y a lieu d'adapter le règlement de fonds de concours en faveur de la transition énergétique afin d'augmenter le soutien de la CCCE en faveur de ses communes membres. Alors, il est rappelé au Conseil communautaire que le fonds de concours de transition énergétique porte actuellement sur 4 catégories d'opérations. La rénovation énergétique des bâtiments communaux, la rénovation de l'éclairage public, l'acquisition de véhicules à énergie alternative et l'installation d'abris de vélos sécurisés. En outre, le règlement en vigueur applicable depuis le 1er janvier 2020 pose les principes suivants. C'est des choses que l'on va modifier dans le règlement. Donc l'enveloppe annuelle dédiée au fonds de concours
est actuellement de 250 000 € et on propose de la passer à 400 000 €. Le seuil maximum de participation par projet de 40% actuellement, on propose de le passer à 50%. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré hors subvention par son bénéficiaire. Il lui est en outre demandé une participation minimum de 20% du projet d'investissement. Le nombre de dossiers déposables est limité à 1 par commune et si au 1er septembre l'enveloppe annuelle n'a pas été entièrement attribuée, les communes auront la possibilité de déposer un ou plusieurs dossiers complémentaires. Il semble que cette année, seulement 100 000 € ont été utilisés sur les 250 000 prévus. Mais bon, vu les problématiques énergétiques actuellement, donc on a pensé qu'il était intéressant de passer ce fonds de concours à 400 000 €. Donc on attend beaucoup de dossiers de vos communes pour l'année prochaine. Donc voilà, c'est les 3 points que l'on veut changer. Donc passer de 250 000 à 400 000 € le montant des fonds de concours, passer de 40% à 50% de subventionnement et le montant plafonné à 70 000 €, lieu de 60 000 €. On propose également d'ouvrir le fonds de concours à la rénovation énergétique des logements communaux pour le moment du dispositif. Voilà. Donc le règlement dans sa nouvelle version entrera en vigueur dès la présente délibération et sera exécutoire, accomplissement des formalités légales de publicité, transmission, contrôle de légalité. Il sera alors applicable au dossier en cours d'instruction au sein des services communautaires. Voilà. Après avis favorable de la Commission environnement et développement durable en date du 17 novembre 2022 et du bureau communautaire en date du 29 novembre 2022. Il est demandé au Conseil communautaire d'approuver la modification du règlement d'intervention en faveur de la transition énergétique pour les communes et de confirmer l'éligibilité aux nouvelles règles des dossiers de demande de fonds de concours actuellement en phase d'instruction. Voilà, donc vous l'avez bien compris à la présentation de cette modification de notre règlement, c'est plus grosse enveloppe, augmentation du plafond et augmentation du taux de participation de la communauté de communes au sein des différents projets des communes. L'environnement, la rénovation énergétique et autres, c'est une vraie priorité, pour tous, pour toutes, et surtout a besoin de réaliser des économies pour l'ensemble de nos communes membres. D'où la modification de ce règlement. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Régis. Monsieur le Président, bonsoir. Alors, vous avez appuyé sur le truc et qui donne comme ça. C'est bon, voilà. J'ai juste une petite question. On a parlé du budget tout à l'heure et il y avait 515 000 € qui étaient provisionnés pour les fonds de concours et l'acquisition de vélos pour le cadre de la transition énergétique. Or, je vois que dans le fonds de concours, il y a 400 000. Est-ce que ça veut dire qu'on met 115 000 de provision pour l'achat de vélos? C'est une bonne question. Mais c'est peut-être le restaurant. Il n'y a pas que ça dans les 500 Il y a un delta, le delta va servir en partie pour les vélos. Moi j'avais lancé aussi des pistes, et avec les commissions se penchent dessus, sur des problématiques des gens à faible revenu qui doivent changer des chaudières, sur des changements de véhicules et toujours pour les gens à faible revenu. Ben voilà, donc on s'est laissé des marges pour la mise en œuvre d'une politique élargie dans ce domaine. Donc on ne va pas que acheter des vélos, même si on a organisé, et je remercie David, le beau cyclocross dimanche dernier à Cattenom.
Mais on ne va pas acheter que des vélos, non, c'est vrai. Mais c'est une bonne question, Régis. Ça vient s'ajouter aux aides environnementales et énergétiques qui existent déjà dans le cadre d'un règlement communautaire en place depuis les années 2015, je crois. L'aide aux récupérateurs d'eau de pluie notamment, les aides aux pompes à chaleur qui peuvent être versées. Aux panneaux photovoltaïques sur les toits pour les chauffe-eau, etc., etc. Donc tous ces aides-là existent déjà et c'est le delta qu'on retrouve. Donc la possibilité d'aller en mettre des nouvelles et de continuer celle existante. J'ai beaucoup de dossiers, notamment sur les véhicules électriques. Alors, j'ai signé beaucoup de mandats. J'ai au moins une trentaine de mandats sur les véhicules électriques, donc ça marche. Et les gens sont bien au courant, en tout cas, de l'acquisition. Oui, les vélos électriques. Les véhicules. C'est toi, Rachel? Oui, c'est moi. Vas-y. J'avais une question. Hervé, tu as évoqué un dossier, c'est un dossier par an, par commune? Oui, c'était comme dans le règlement actuel. Ouais. Donc ça n'a pas bougé. Okay. C'est un dossier par an et si en septembre il reste de l'argent sur la ligne de crédit, la même commune peut redéposer un autre dossier. Le but étant de servir un maximum de communes. D'autres questions? Mais s'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, Monsieur Hervé. Oui, donc voici un exemple de ces fonds de concours. Donc pour l'attribution de fonds de concours pour la commune de Étanges-Grande, qui a déposé un dossier pour un remplacement de 223 têtes de candélabres, actuellement de type iodure métallique, par des LED. Voilà. Donc c'est un montant de projet de 64 525 €, qui est donc finançable à 50% en subvention grâce au changement qu'on vient d'effectuer. Et donc ça fait un montant de 32 262 €. Et donc l'adjoint aux finances de Étanges peut se féliciter de 6 000 € supplémentaires qui étaient parvenus grâce à ce changement de règlement. Aux finances d'Étanges, je risque de poser des questions. Je ne maîtrise pas la voix. Toujours est-il que je te remercie et c'est le bienvenu dans le cadre de cette politique énergétique parce que les investissements d'aujourd'hui sont les économies de demain. Voilà, je rappelle juste, avant de repasser la parole à Hervé pour le point suivant, après qu'on l'ait voté, bien sûr, que toutes ces aides doivent faire état d'un état des lieux en amont, et ensuite on doit prouver qu'on gagne et qu'on va économiser un certain pourcentage de l'énergie auparavant. Donc on doit faire une étude énergétique en amont, et je crois que c'est 30%. Mathieu, c'est 30%. C'est ça, c'est 30% d'optimisation. Il faut faire 30% d'optimisation. Donc, s'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Hervé. Donc le point suivant, c'est la même chose, mais pour la commune de Filsem, qui a décidé de remplacer par du LED de l'éclairage dans plusieurs bâtiments communaux, foyers communaux, périscolaires, écoles, mairies et ateliers municipaux. Voilà. Et donc c'est un budget de 6 371 € financé aussi à 50%, donc 10% supplémentaire, pour un montant de fonds de concours de 3 185,69 €. Est-ce que vous avez des questions sur ce point qui est la même chose? Je vous remercie. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Hervé, si tu veux bien. Et donc le dernier, c'est pour la commune de Cattenom, qui a changé 100 têtes de candélabres en LED aussi, pour un budget de 49 890,05 €, donc subventionné à 50%, donc un montant de fonds de concours de 24 449,02 €. Voilà.
que vous avez des questions? Pas de questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et sachez en tous les cas que la communauté de communes, dans le même état d'esprit, a fait du relamping sur un certain nombre de ces gymnases et elle va poursuivre la démarche dans les équipements qu'elle n'a pas encore aujourd'hui équipés de lumière un peu différente. Par contre, ne me demandez pas d'éteindre notre tableau à l'extérieur. Je veux dire, c'est trop compliqué pour qu'on puisse le redémarrer et c'est déjà de la LED. Et au niveau de la communauté de communes, nous ne sommes pas comme les communes, nous n'avons pas d'autres lampadaires que ce tableau. Voilà. Donc, si des habitants vous posent la question, dites-leur que nous ne l'éteindrons pas. Oui, M. Hervé. Peut-être qu'on peut programmer un tableau. C'est trop le bordel. Non, mais je veux dire, au lieu d'afficher une image, quelle que soit, peut-être programmer une image noire pour que ça paraisse éteint. Belle consommation énergétique. Mais c'est pas grave, ça fera plaisir. Non, on n'est pas là pour faire plaisir. Ça ne fait qu'à pas moi. Ça fera plaisir malgré tout aux Catenomois qui voudraient bien comprendre aussi cette chose-là. Vous pourrez leur expliquer. C'est compliqué. Voilà. Alors, si vous voulez bien, et encore merci d'avoir présenté ces points. Si je ne me trompe pas, je passe la parole à M. Benoît. Oui. M. Benoît. Oui, que je vois. Voilà. Alors le point 19 concerne une modification du règlement d'assainissement, plus précisément le rajout d'un article concernant l'assainissement non collectif, puisque ce règlement prévoyait un ensemble d'obligations qui pèsent sur le propriétaire de ces installations. Il y avait des obligations, mais il n'y avait pas de sanctions. Il n'y avait pas de sanctions vis-à-vis des propriétaires qui ne respectaient pas ces obligations et qui en abusaient. Notamment de façon assez insidieuse, en refusant par exemple l'accès aux agents de la communauté de communes aux installations, puisqu'elles sont sur une propriété privée, il faut une autorisation d'entrée sur la propriété. Donc refus d'inspecter les installations, ou alors plus insidieux encore, on accepte le rendez-vous et le jour J, il n'y a personne. Donc les agents se déplacent une fois, deux fois, trois fois, sans que le propriétaire soit là, ou alors des rendez-vous annulés en dernière minute, alors que l'agent communautaire est à quelques mètres de la propriété. Bref, un ensemble de comportements finalement qui désorganisaient le service, faisaient perdre leur temps aux agents. Il y a plus du non-respect des obligations sur le fond, c'est-à-dire le contrôle des installations. Et donc il est proposé des sanctions vis-à-vis de ces abus. Et ce règlement n'entre pas pour autant dans une politique, j'ai envie de dire, du tout répressif, puisque l'astreinte pourra concerner, après plusieurs étapes de recommandations, de réception et j'en passe, un refus d'accès, une absence au rendez-vous à partir du deuxième rendez-vous sans justification, ou un report abusif à contrer du quatrième ou du troisième report. Je crois qu'on n'est pas encore dans le tout répressif, mais il était important d'inclure ces sanctions qui ne s'appliqueront pas forcément automatiquement, mais qui donnent un outil vis-à-vis des personnes qui à côté de ça, une simple modification d'une erreur dans le règlement qui faisait référence à un indice du trimestre 2012, le troisième, alors qu'il fallait faire référence au quatrième trimestre 2012. Et donc après avis favorable de la Commission et du Bureau, nous vous demandons de bien vouloir approuver la modification du règlement d'assainissement et d'autoriser le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents qui se rapportent à cette modification. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Pas de questions. Je vous remercie. Nous voulons arriver au dernier point qui est le point des divers. Président, il faut le voter. Comment? On l'a pas voté. Ah, on l'a pas voté. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc nous voilà arrivés maintenant officiellement au point des divers.
Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur une thématique précise? Pas de demande de prise de parole. Vous trouverez un calendrier des manifestations à venir en janvier. Il faudra rajouter celle que je vous ai dit le vendredi 14, 13, à partir de 19h, les trophées du sport, entre autres. Alors, je tenais à vous remercier toutes et tous pour votre implication en cette année 2022. Je tiens à vous souhaiter d'ores et déjà de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos familles. Avec l'histoire de la Covid, on n'est pas tout à fait sorti. Et pour clôturer, alors que nous en avons été un peu privés ces dernières années, pour clôturer cette année 2022, je vous invite à partager un petit repas et je vous remercie toutes et tous et passez de bonnes fêtes.